Je vais couper ma caméra pendant que je parle parce que je ne vais pas regarder le bon écran, donc ça va être désagréable pour vous. Donc voilà, première chose, c'est qu'on a appelé ça un workshop. Mais en réalité, il s'agit principalement d'une présentation, du concept de mutation ainsi que des différents services, de mutation qui sont exposés, par l'ABCED. Et donc on ne va pas vraiment vous mettre à contribution, si ce n'est que, voilà, on vous prie de ne pas hésiter, à poser, vos questions et on y répondra, du mieux qu'on pourra. Ce workshop vous est présenté donc par, Jérôme Willems et moi-même, Jérôme faisant partie de l'ABCED côté, pôle informatique et donc moi-même Catherine Wagner qui fait partie de l'ABC du côté, pôle organisationnel. Donc voilà, on espère que le binôme fera en sorte de vous proposer une présentation complète. Je vais commencer avec la première partie qui traite plutôt des concepts, et des concepts et des côtés métiers et puis Jérôme enchaînera avec la partie qui est, plus technique. Alors au sommaire, donc on a le concept de mutation et les services qui proposent, des mutations, les différents types de mutations, qui sont proposés dans chaque service, les liens entre mutation et inscription. Donc normalement le workshop inscription était un prérequis à ce workshop-ci, donc normalement vous l'avez suivi ce matin ou en tout cas, vous connaissez bien, le concept, d'inscription. Ensuite, on a le fonctionnement des services, de mutation, et un petit mot sur le concept, des éligibles. On aura donc, comme Jérôme vient de le dire, une petite, session de questions-réponses après, la partie plutôt métier et concept et une seconde, à la fin, du workshop. Alors les mutations, qu'est-ce que c'est? Alors oui, on ne parle pas de monstres, mutants, de mutations, d'ADN et cetera. On parle, des modifications qui ont été apportées sur les données. Donc par exemple, le mariage va, provoquer une mutation, de l'état civil, d'une personne. La naissance, une naissance va, apporter une mutation, dans la composition de ménage d'une personne. Un changement d'adresse, c'est évidemment, une mutation typique, de la signalétique d'une personne et alors, le décès qui est une mutation quand même importante puisqu'elle permet, de clôturer des dossiers, de ne plus envoyer des courriers ou de ne plus réclamer des taxes et amendes, à des personnes qui sont décédées. Alors, les mutations font l'objet d'une autorisation de la source authentique. Donc ici, je vous montre un exemple, enfin un extrait, du formulaire de demande d'accès, aux données du registre national. Et donc il y a un point, spécifique qui concerne les mutations, donc ils sont appelés ici les modifications et donc vous devez, en faire la demande, expressément et donc on va vous demander si vous souhaitez avoir accès aux mutations et pour quelles données et vous devez justifier, chaque mutation, demandée, donc pour chaque donnée. Alors, on en général, on essaye de demander les mutations pour toutes les données autorisées. Donc vous allez faire une demande RN pour, X données. Heu, L'usage voudrait qu'on demande les mutations pour toutes les données. Tout d'abord parce que ça nous semble plus logique que toutes les données que vous allez stocker soient à jour et pas seulement une partie d'entre elles. Donc imaginez que vous ne soyez informé que d'un changement d'adresse et pas du décès. Ça va faire que vous allez garder un dossier sur une personne décédée, même si, voilà, même si en fait la donnée décès vous est autorisée, mais que vous n'avez pas demandé les mutations pour le décès. Et ensuite, c'est vrai que ça voudrait dire que nous devrions appliquer à l'ABC 2 filtres différents, sur les données. Donc un sur la consultation des données et l'autre sur le fichier de mutation. Puisque, on applique un filtre sur, les données qui vous sont transmises en fonction de votre autorisation. Si cette autorisation n'est pas la même pour les mutations et pour les consultations, ça nous impose de nous, faire 2 filtres. Alors,
Donc ça, c'est pour le formulaire du SPF intérieur. Ici, vous avez le même genre de questions dans le formulaire d'une demande d'accès à des données de la BCSS. Donc ici, voilà, de réception automatique de modifications futures aux données auxquelles l'accès est demandé. Même chose, vous devez dire pour quelles données et le justifier. Et enfin, à la Banque Carrefour des entreprises, donc à la BCE, il y a aussi un endroit dans le formulaire pour indiquer votre souhait de recevoir les mutations. Alors attention de ne pas confondre les mutations et l'historique. Donc les mutations, elles vont porter sur les modifications ultérieures à la consultation, tandis que l'historique portera sur les modifications antérieures à celle-ci. Donc, on va par exemple avoir l'historique des adresses qui va lister tous les domiciles d'une personne depuis qu'il est au registre national, pas seulement depuis que vous avez consulté ces informations. Ça, donc, ce sera le cas pour les mutations. Donc, une fois que vous aurez ouvert un dossier et consulté son adresse, quand il changera d'adresse, vous en serez notifié. Et donc ici, on voit toujours pour les deux formulaires de demande, ce sont des questions bien distinctes aux mutations. Donc ici, vous avez pour l'historique de données du RN dans le formulaire du SPF intérieur. Donc voilà, il faut cocher consultation d'un historique pour avoir accès à l'historique. C'est tout à fait ailleurs que les mutations. Et dans le formulaire BCSS, ben, c'est au même endroit, mais vous voyez bien que c'est la question du dessus à cocher, c'est accès aux modifications apportées dans le passé aux données demandées. La B7 expose 3 services de mutation. Les mutations de personnes, les mutations de la composition de ménage et les mutations des entreprises. Alors, les différents types de mutations par service. Pour le premier service, les mutations de personnes, il y a 3 types de mutations. Le premier, ce sont les modifications. Donc, ça veut dire modification d'une ou plusieurs données légales d'une personne. Donc ça, c'est typiquement un peu ce que j'avais déjà donné comme exemple. Une personne qui change de sexe, une personne qui change d'adresse, une personne qui décède. Tout ça va donner lieu à des mutations de personnes de type modification, le changement de nationalité également. Le type va être le remplacement d'un NIS par un autre numéro de registre national ou un numéro BIS. Alors, ici, plus concrètement, donc on va avoir une personne, on peut changer un numéro de registre national par un autre numéro de registre national. Donc, par exemple, quelqu'un dont la date de naissance exacte n'était pas connue au moment de la création de son numéro RN, et puis on va corriger plus tard, eh bien, il aura un nouveau numéro de registre national, puisque ce numéro de registre national est construit notamment sur base de la date de naissance. Et ce sera le cas aussi si une personne change de sexe. Là aussi, son numéro de registre national va être remplacé. Ça ne sera pas le cas, donc aucun de ces deux cas dans le registre BIS ne va changer de numéro. Donc ici, on parle bien d'un numéro de registre national. Si on parlait d'un numéro BIS, ces deux, le changement de date de naissance et le changement de sexe ne sont pas des raisons de changer le numéro BIS. Le changement d'un numéro BIS, le remplacement d'un numéro BIS par un numéro RN, on peut imaginer que voilà, quelqu'un qui disposait déjà d'un numéro BIS, qui se domicilie dans une commune belge, bien son NIS va être remplacé par un numéro de registre national. Ensuite, donc normalement, comme je le disais, les numéros BIS ne changent pas. Un des cas de figure qu'on pourrait l'imaginer, c'est qu'on se rend compte qu'on a créé un doublon. Donc, on se rend compte qu'on a créé 2 numéros BIS pour la même personne. Dans ce cas-là, ces 2 numéros BIS seront remplacés par un nouveau numéro BIS. Troisième type de mutation des personnes, c'est l'annulation d'un NIS. Ici, c'est suite... Pardon.
Je vais un peu trop vite. Ici, c'est par exemple une erreur de sexe ou de date de naissance lors de la collecte et donc de la création du numéro. Eh bien, puisque ce sont deux éléments qui sont essentiels à la création du numéro de registre national, eh bien, on va annuler le numéro de registre national qui avait été erronément créé. Et même chose, voilà, si un numéro n'aurait pas dû être créé, que la procédure n'a pas été suivie correctement, etc. Donc, on va aussi procéder à une annulation de Nice. Alors, petite statistique, par jour, la BCSS reçoit environ 1000 nouvelles inscriptions dans le registre national, 50 à 80 000 modifications du registre national, qui correspondent plus ou moins à 30 000 à 50 000 NIS différents. La plupart, elles vont concerner des changements d'adresse ou de composition de ménage ou des modifications de données du registre d'attente. Et à la BCSS, il y a 3 à 5 000 modifications par jour, soit donc des créations, des remplacements, des gens qui sont radiés ou enfin, ou qui sont plus radiés, enfin, donc qui retournent au registre national, mais aussi évidemment beaucoup de modifications d'adresse. Alors, on passe au service mutation de composition de ménage. Ici, il existe deux types de mutations. Le premier, pardon, c'est l'expiration. Donc ça, c'est une personne qui cesse d'être chef de ménage. Et donc, ça se produit, par exemple, quand une personne vivant seule décide d'emménager avec une autre personne et que c'est l'autre personne qui a le rôle de chef de ménage. Dans ce cas-là, donc la personne qui vivait seule avant était forcément chef de ménage, mais elle ne l'est plus. Il y a expiration de son statut de chef de ménage. Un autre cas, c'est donc quelqu'un, un membre d'une famille qui quitte cette famille. Donc voilà, la famille se sépare et cette personne rejoint une communauté ou rejoint une autre famille, mais dont il ne devient pas chef de famille, chef de ménage. Ensuite, le deuxième type de mutation de composition de ménage, c'est la mise à jour. Et donc, la mise à jour, ben là, c'est la modification de la composition de ménage d'une personne. Donc, c'est-à-dire, ici, voilà, j'ai pas mal d'exemples. Je ne sais pas si c'est la peine de tous les passer en revue. Mais donc, on a par exemple, dans le cas d'une naissance ou d'une adoption, eh bien qu'une personne rejoint le ménage, et bien, on va avoir une mise à jour pour chaque membre du ménage. Et donc, ce nouveau membre va apparaître dans la composition de famille de chacun des membres. Un membre de la famille change de ménage. Donc, par exemple, si une personne emménage avec un compagnon déjà installé, personne qui retourne chez ses parents après une séparation, des enfants qui quittent leurs parents et s'installent avec quelqu'un, ben là, une mise à jour est produite pour chaque membre de l'ancienne famille, puisque la personne qui a quitté le ménage n'y apparaît plus, et une mise à jour est produite pour chaque membre de la nouvelle famille. La personne qui a rejoint le ménage apparaît dans la composition de famille des autres. Et donc voilà. Vous avez toutes sortes d'exemples comme ça, mais je pense que vous imaginez vous-même quel type de modification on peut envisager. Donc, il est important quand même de remarquer que dans le cas où une personne décède ou si elle est radiée, il n'y a pas de notification pour cette personne, mais seulement pour les membres de sa famille. Et donc, le fait que la personne décède ou qu'elle est radiée, ça doit être déduit des notifications de ses données personnelles, pas de sa composition de mail. Voilà, j'ai encore des exemples ici, mais je vais passer à la suite. Pardon, donc toujours pour les mutations de compos de ménage, de nouveau, petite statistique, par jour, la BCSS reçoit environ 10 000 notifications de compos de ménage, donc 10 000 mutations de composition de ménage. Dernier service de mutation disponible à la BCSS, c'est les mutations d'entreprise. Ici, il y a 3 types de mutations. La modification. Donc, ben voilà, c'est la mise à jour, c'est la modification d'un des champs d'information.
de cette entreprise. Ça peut être donc son adresse, son numéro de téléphone, l'ajout d'une activité ou un changement d'activité ou l'ajout d'une unité d'établissement. On va avoir la création. Alors ici, l'entreprise a été créée. Alors, on est dans un cas spécifique ici avec le service entreprise parce que il ne nécessite pas d'inscription. Donc, j'ai comparé, abordé le lien entre les mutations et les inscriptions dans sa partie. Mais donc ici, comme il n'y a pas d'inscription, on n'ouvre pas de dossier quand on consulte le service entreprise, d'office on a accès à toutes les entreprises et donc on reçoit en fait les mutations de toutes les entreprises. Donc quand une entreprise est créée, elle va venir s'ajouter et donc on aura une mutation de création. Le troisième type, c'est la radiation. Donc l'entreprise est radiée du référentiel. Alors ici, attention, on ne parle pas du fait que l'entreprise est en défaut de dépôt de ses comptes annuels à la Banque nationale belge, mais c'est plutôt une correction d'erreur ou, par exemple, la fusion avec une autre entreprise. Et donc, voilà, cette entreprise disparaît du référentiel de la Banque Carrefour des entreprises. Alors, je vais terminer par, ma partie par cas d'usage. Donc, l'accès aux services de mutation a surtout du sens si on stocke les données, puisque on aimerait les garder à jour. Donc, si vous stockez ces données dans une base de données, l'idée de vous abonner aux mutations, c'est d'être sûr que votre base de données est à jour. Donc, c'est vrai que ça a un peu moins de sens quand on ne fait que de la consultation, mais on pourrait quand même envisager ce cas-là en se disant, voilà, on veut recevoir les mutations et on déclenchera un processus métier, donc par exemple une nouvelle consultation des données de cette personne ou de cette compose de ménage. Voilà, je vais m'interrompre, donc on va interrompre une première fois la présentation. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Il y avait déjà une question dans le fil de discussion. Donc Monsieur Arvan, à juste titre, signalait que le numéro de NIS et le numéro de registre national ne concernent pas la même information. C'est la même donnée, mais on ne parle pas de la même information. Et donc, je peux éventuellement déjà répondre à cette question. En effet, tout à fait juste, c'est un abus de langage. On a tendance à parler de numéro de registre national, même quand on parle d'un NIS. Mais dans la réalité, le NIS, c'est l'identifiant principal à la sécurité sociale. C'est la clé principale pour gérer les échanges de données avec cette sécurité sociale. Et concrètement, un numéro NIS, ça peut être soit un numéro de registre national, soit un numéro BIS. Mais on a tendance à assimiler les deux parce que c'est exactement le même format, quoi. C'est 11 caractères, ça obéit au même contrôle, à la même syntaxe. Mais effectivement, c'est potentiellement deux données différentes. Alors, il y a une deuxième question qui vient d'arriver là de Madame Piette. D'abord, est-ce que ça répond bien à votre question, Monsieur Arvan? Je sais pas si vous pouvez Activer le micro. activer le micro ou. Ok, Oui. ça répond à la question visiblement. Madame Piette qui nous demande la mutation ne se fait pas automatiquement dans le répertoire d'inscription alors? C'est une très bonne question. Et je comptais justement y répondre dans la deuxième partie que je vais présenter. Donc je vous propose d'attendre cette deuxième partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Ah, c'est moi qui lève la main. Monsieur Arvan lève la main. Oui, bonjour. Donc, on a parlé des mutations de personnes, des mutations de composition de ménage, des mutations d'entreprise. Je suppose qu'il s'agit là de trois services différents.
Parce que moi, j'ai déjà eu affaire au service mutation des entreprises. Et donc, voilà, je ne voyais pas les mutations. Mais OK, C'est tout à fait 3 services différents, distincts. Ouais. Et qui sont aussi distincts des services, donc service personne, service mutation de personne, ce sont aussi 2 services distincts. Et donc oui. service entreprise et mutation d'entreprise, etc. Mais donc oui, ce sont des services distincts. Donc on peut être abonné aux mutations de l'un ou de l'autre. Enfin, de toute façon, il faut développer ces services séparément. Et alors, au niveau du résultat de la réponse du service, donc pour le service mutation d'entreprise, on a une liste des numéros BCE des entreprises qui ont subi une modification. On n'a pas une mise à jour en direct de l'information. Je me trompe? Tout à fait ça. C'est toujours comme ça. Okay. Ça fait ça. Mais tout ça, je vais présenter aussi dans la deuxième partie. Tous les détails concernant cette mécanique vous seront expliqués. Voilà, oui, donc vraiment dans la partie que Jérôme va présenter maintenant, c'est vraiment comment fonctionnent ces services. Donc normalement, ça devrait éclairer ce genre de questions. Merci. Pas d'autres questions, je ne vois rien, pas de main levée et je ne vois rien dans le chat. Donc je propose, Jérôme, que tu prennes la main. Je vais prendre la main. Voilà. J'espère que ça va fonctionner directement. Hop. Voilà. Il faut jouer avec la souris et les flèches. OK. Voilà. Merci Catherine. Ici, comme Catherine l'a dit, on va aborder la deuxième partie de la présentation. Et nous allons nous pencher justement sur la mécanique qui permet à la BCED de délivrer les mutations à ses partenaires tous les jours. Et pour commencer, on va parler du lien qu'il y a entre les mutations et les inscriptions. Et vous allez constater dans cette première partie que ce lien, il est fort. Les mutations sont essentiellement basées sur un lien avec les inscriptions. Donc on va aller un peu en détail par rapport à ça. Juste petit rappel, donc comme vous le savez ou comme vous l'avez vu dans le workshop précédent sur les inscriptions, la BCED est tenue de maintenir un répertoire des inscriptions pour ses clients. Il s'agit d'une obligation légale, évidemment dans le cadre du respect de la loi vie privée, du RGPD, mais il s'agit aussi d'une obligation vis-à-vis de la BCSS en vertu de notre statut de tiers de confiance. On va voir un peu plus loin à quel niveau. Et donc, la conséquence de tout ça, voilà, mais c'est lorsqu'un consommateur souhaite consulter la signalétique d'une personne pour la première fois dans le cadre d'un dossier qu'il traite, il va devoir préalablement procéder à une inscription dans le répertoire, dans le registre des inscriptions de la BCED. Donc j'imagine que vous avez une bonne idée du concept d'inscription, mais je rappelle rapidement, ça veut dire qu'au fur et à mesure, dans ce répertoire d'inscription, on va avoir toutes les informations sur le quoi, donc quel est le dossier qui est concerné, le qui, quel individu, quel est le citoyen qui est concerné par ce dossier, pour qui, donc quel est le partenaire qui possède des données sur ce citoyen, donc ça peut être un OIP, ça peut être une direction, un service du SPOE. Pourquoi? Donc on conserve également l'information sur la finalité de l'utilisation qui est faite de ces données, le contexte légal dans lequel ces données sont traitées, et pour combien de temps, parce qu'effectivement, chaque inscription a une durée de vie, et donc quelle sera la période de consultation autorisée. Donc au fur et à mesure, ce répertoire d'inscription est populé avec toutes ces informations. Et c'est grâce à ce répertoire que la BCED, comme vous allez le voir, va pouvoir déterminer pour quelle personne la BCED va devoir signaler les mutations à des consommateurs. Alors, comme Madame Piette l'avait posé cette question, je reviens sur ce point. Effectivement, le fait d'inscrire un individu dans le répertoire des inscriptions de la BCED n'induit pas automatiquement la réception des mutations.
il s'agit d'une souscription qui nécessite une autorisation spécifique. C'est simplement qu'on va partir de la même base, le répertoire d'inscription, mais la souscription aux mutations n'est pas automatique. Alors, il y a des exceptions. Forcément, si on accède à des données publiques telles que les données d'entreprise, ben, cet accès-là ne nécessite pas d'inscription. Et donc, forcément, le service de mutation des entreprises va signaler toutes les entreprises modifiées et donc pas uniquement celles qui sont connues d'un consommateur. On va voir après comment ce processus fonctionne. Autre cas particulier, et ça on y reviendra, donc Catherine y reviendra en toute fin de présentation, c'est le cas particulier des éligibles. Donc c'est aussi une forme de mutation, mais qui ne sont pas basées sur les inscriptions, tout simplement parce que les éligibles ne sont pas connus a priori du consommateur, du partenaire qui souhaite y accéder. Ce sont des mutations qui apparaissent sur base de critères prédéfinis. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc ça, c'était pour le lien avec les inscriptions. Maintenant, si vous voulez, on va présenter en quoi consiste concrètement le processus de gestion de ces mutations à la BCED. Donc l'objectif ici, c'est évidemment pas de vous assommer avec des considérations techniques. Je vais essayer en tout cas de rester assez sobre sur les aspects techniques. Mais justement, au contraire, l'objectif ici, c'est de vous montrer qu'il n'est pas si compliqué que cela d'intégrer un service de mutation. Donc, je ne sais pas si vous êtes chef de projet, responsable d'une équipe dans votre contexte de travail, ben, ça vous permet peut-être d'avoir une meilleure perception de l'effort que ça représente d'intégrer un service tel que celui-là. Et donc, on va commencer par la gestion des mutations de personnes. Donc, c'est là que le statut de tiers de confiance prend son importance. Donc, tous les jours, toutes les nuits, la BCSS nous livre l'ensemble des mutations de données de personnes qui concernent toutes les personnes, tous les individus connus à la BCED, c'est-à-dire que tous les individus qui sont repris finalement dans le répertoire d'inscription de la BCED et qui doivent induire des mutations. Et donc tous les jours, toutes les nuits, on reçoit un gros fichier que l'on intègre dans nos données. Et bon, par exemple, je voulais illustrer par un exemple très concret. Donc, pendant donc la veille, Robert Dupont déménage à une nouvelle adresse à la place de l'église à Dinan. Bien, nous allons recevoir cette information de mutation pendant la nuit. Ensuite, comme on l'a dit là tout à l'heure, sur base du répertoire des inscriptions connues à la BCED, nous allons pouvoir établir toute une série de fichiers pour nos consommateurs qui ont évidemment l'autorisation d'accès aux mutations. Et en gros, c'est quoi? C'est des répertoires tout simplement que nous préparons avec un certain nombre de fichiers. Et donc, si Robert Dupont est bien repris ici dans le répertoire des inscriptions, ça veut dire qu'il y a un dossier quelque part sur Robert Dupont qui est traité par une administration. On va dire voilà le premier client ici pour lequel on a créé un répertoire. Eh bien, la mutation qui concerne Robert Dupont va se retrouver dans ce premier répertoire. Et donc, on parcourt comme ça tout le répertoire des inscriptions et on vérifie si les mutations de la nuit concernent un de nos clients. Et on va répercuter, on va créer tous ces petits fichiers à destination de nos clients. Et donc, un consommateur va interroger tous les jours, a priori, c'est ce qu'on conseille de faire évidemment pour ne pas perdre ces mutations. Il va interroger la BCED au travers d'un service. Bon, je ne vais pas aller dans les détails techniques des appels au web service, ça vous est peut-être connu. Mais bon, en gros, voilà, il interroge la BCED en appelant une opération, ici qui est le Get Person Mutation Voucher. Cette opération va fournir une réponse au consommateur. Donc la BCED va répondre en fournissant ce qu'on appelle un voucher.
Je viendrai plus loin en quoi consiste ce fichier, qu'est-ce qu'il contient. Mais en gros, ce voucher permet de dire au consommateur qu'il y a bien des mutations qui le concernent, qui concernent des citoyens, des individus, qui concernent ces dossiers. Et ce voucher va en tout cas contenir une information importante, ce sont des liens de téléchargement chiffrés, donc non visibles, des liens de téléchargement qui vont permettre au consommateur de télécharger toutes les données qui l'intéressent. Et derrière, donc dans ce fameux répertoire, on va trouver un fichier de mutation et un fichier de signalétique par jour. Je vais venir ici maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va retrouver dans ces différents fichiers. Donc, j'ai pris ici l'exemple d'un voucher. Un voucher, c'est simplement, voilà, c'est un fichier XML dans lequel on va retrouver le lien, en tout cas la référence vers le fichier de mutation et la référence vers le fichier de signalétique, donc qui va reprendre toutes les données des personnes concernées. En plus de ça, on va retrouver toute une série d'informations, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ce sont des statistiques qui permettent de savoir un petit peu à combien de mutations on a affaire, et ça peut permettre éventuellement de faire des contrôles en fin de traitement. Et donc, la première chose que le consommateur va faire, c'est aller télécharger, sur base des références qui ont été fournies dans ce voucher, le fichier de mutation. Et dans ce fichier de mutation, ben voilà, c'est de nouveau un fichier XML. On ne va pas aller trop dans les détails, mais je vais juste m'arrêter sur les informations importantes. On va retrouver le numéro NIS, le numéro de registre national, a priori, de M. Dupont, de Robert Dupont, hein, c'était mon fameux exemple, qui est concerné par une mutation de type changement d'adresse. Et une fois qu'on a consulté ce fichier de mutation et que ben voilà, on est intéressé effectivement par la mutation de M. Dupont, on va aller télécharger de la même manière le fichier de signalétique. Et donc, un fichier de signalétique, c'est simplement un fichier qui reprend, comme je l'ai dit, toutes les données de la signalétique des personnes qui ont muté. Et donc, évidemment, on va retrouver M. Dupont, hein, avec son numéro de registre national. Voilà, on a bien son nom et son prénom, évidemment, toute la signalétique, et la nouvelle adresse qui nous intéresse. Et avec cette information, évidemment, on va procéder au rafraîchissement des données dans sa base de données, et peut-être éventuellement aussi activer un traitement métier qui pourrait être, par exemple, un envoi de courrier à cette nouvelle adresse. Donc ça, c'était pour la gestion des mutations de personnes. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, hein, donc au-delà du langage XML, finalement, ce n'est jamais que des données métiers qu'on va retrouver là-dedans. Alors, quelques remarques quand même, on va s'arrêter de 3 secondes là-dessus. C'est important pour comprendre justement l'effort que représente l'intégration des mutations quand on est déjà, par exemple, connecté à la B7 pour la consultation des données à caractère personnel, donc données personnes, données compos de ménage. Les signalétiques, comme je vous les ai montrés dans le fichier, qui sont fournis, sont vraiment fournis exactement dans le même format et la même version que celles qui sont connues par le partenaire. Donc, si vous faites une consultation de la signalétique personne au travers du service personne, ou que vous faites une consultation de la signalétique au travers de la mutation, c'est exactement le même format. Donc pour un informaticien, pour un développeur, finalement, c'est assez léger, au-delà du fait qu'il faut évidemment créer le mécanisme de téléchargement des fichiers. Le résultat des données, le format des données, c'est vraiment la même chose. Donc il y a très peu d'efforts de développement finalement pour récupérer la signalétique. Alors, une autre remarque, c'est que si vous travaillez dans une grande organisation qui travaille sur des dossiers qui concernent différentes finalités, différents contextes légaux, on ne va évidemment pas, en général, vous fournir autant de fichiers de mutation que de contextes légaux que vous gérez. On a la notion de contexte technique de mutation qui permet de recouvrir tous les contextes qui vous concernent. Et donc, en général, la plupart de nos partenaires préfèrent obtenir un seul fichier de mutation journalier pour l'ensemble de l'organisation parce qu'ils gèrent éventuellement un référentiel
de citoyens, de demandeurs d'emploi, que sais-je, dans leur organisation. Alors, autre remarque, les fichiers de mutation sont conservés à la BCED tant qu'ils n'ont pas été consommés par le partenaire. Donc, je précisais qu'il était la bonne recommandation, c'est de quand même interroger la BCED tous les jours pour ne pas perdre ces informations qui sont souvent importantes, mais potentiellement, tous les fichiers sont conservés tant qu'ils n'ont pas été consommés. Et c'est le partenaire, dans l'échange de données que j'ai montré là tout à l'heure, qui doit préciser quand il a fini de traiter toutes les données de mutation. Et donc, il va signaler ça au travers d'un autre message pour dire, voilà, j'ai terminé mon traitement, vous pouvez supprimer les fichiers que je viens de lire. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment le partenaire qui décide quand on peut supprimer les fichiers. Et alors, peut-être une plus-value que la B7 fournit, c'est que on va toujours fournir le fichier de mutation le plus ancien présent dans le répertoire du partenaire. Et ça, c'est évidemment pour s'assurer qu'il n'y a aucune mutation qui se perd dans le traitement. Donc, peu importe quel jour, le consommateur va demander s'il y a des vouchers qui le concernent. Donc, il va demander à la B7 s'il y a des vouchers qui le concernent. On va toujours fournir le voucher le plus ancien. Il n'y a pas le choix, ce sera toujours le plus ancien. Et ainsi de suite, on va remonter éventuellement tout l'historique qui n'aura pas été traité pour s'assurer que le partenaire prend bien toutes les mutations dans le bon ordre et donc s'assurer qu'aucune mutation ne sera perdue dans l'aventure. Alors, le service de mutation de composition de ménage, je vais passer très vite dessus parce qu'au final, c'est exactement le même mécanisme. Donc tous les jours, la BCESS nous envoie un gros fichier qui reprend l'ensemble des mutations de composition de ménage qui concernent eh bien, les individus, les citoyens connus dans notre répertoire des inscriptions. Et de la même manière, on va consulter ce répertoire d'inscription pour préparer les différents répertoires de nos différents consommateurs, de nos différents partenaires. Et de la même manière, on va retrouver dans ces répertoires d'abord un voucher qui va être appelé, donc qui va être demandé par le consommateur au travers d'une autre opération, donc comme le demandait, je crois que c'est M. Arvan. Est-ce qu'il s'agit de services distincts? Ben oui, tout à fait. Ce sont des services bien distincts qui nécessitent aussi des autorisations distinctes. Et donc, si le consommateur y est autorisé, le consommateur va pouvoir interroger la B7 tous les jours et demander si un voucher existe pour des mutations de composition de ménage. Et si c'est le cas, on va renvoyer ce voucher qui va exactement de la même manière contenir des liens de téléchargement indéchiffrables qui permettent de récupérer un fichier de mutation et un fichier de signalétique. Et cette fois-ci, on parle évidemment de la signalétique composition de ménage. Donc, de la même manière, ce sera exactement la même version, les mêmes règles de filtrage qui seront appliquées sur cette signalétique. Donc, aucune différence par rapport à une consultation online, on va dire, des données de signalétique composition de ménage. Donc, je m'attarde pas trop là-dessus parce que c'est vraiment la même mécanique. Alors, pour terminer en ce qui concerne les processus, le troisième et dernier service, c'est le service de mutation des entreprises. Alors, c'est quand même différent d'un point de vue fonctionnement. Donc, le point commun, c'est que la source authentique, ici la BCE, nous transmet, ainsi que la BNB, j'oubliais, donc deux sources authentiques alimentent un référentiel ici au SPOE, ce qui s'appelle le RSPOE, et donc qui est notre référentiel des données d'entreprise. Donc il est alimenté tous les jours avec évidemment toutes les mutations, tous les deltas, donc toutes les données modifiées pour ces entreprises. Et comme l'a dit Catherine, il peut s'agir de création, de modification, de radiation. Et ce référentiel peut être interrogé au travers de la B7 pour obtenir les mutations d'entreprise. Alors, là, tout à l'heure, quand je présentais le fonctionnement des mutations personnes compos de ménage, vous avez constaté qu'il s'agissait d'un processus asynchrone. Donc, la personne, donc le consommateur, interroge la BCED, on renvoie éventuellement le voucher, et dans un deuxième temps, le consommateur va chercher des fichiers qui reprend ces différentes données. Ici, c'est un appel synchrone, comme on l'appelle. Donc,
le consommateur va, au travers d'une nouvelle opération, le Search Enterprise Mutations par exemple, appeler la BCED pour obtenir l'ensemble des numéros d'entreprise qui ont subi une mutation. Et en retour, donc, je n'ai plus la main. Voilà. Donc, juste précision, quand on fait une recherche de mutation pour l'ensemble des entreprises, on peut préciser une période de consultation, une période de mutation qui nous intéresse. Et elle ne peut pas dépasser 7 jours, pour des raisons de performance évidentes. Et en retour de cet appel, oui, pardon, l'autre opération disponible, c'est donc il y a soit rechercher les mutations pour l'ensemble des entreprises, soit rechercher les mutations pour une entreprise en particulier, en précisant le numéro d'entreprise qui vous intéresse. Et dans ce cas-là, la période de consultation autorisée, c'est 30 jours. Donc on peut revenir 30 jours en arrière pour obtenir les mutations qu'ont subi cette entreprise. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en retour, la BCED, dans cet appel synchrone, donc cet échange synchrone, va répondre avec les informations sur le ou les numéros d'entreprise concernés, la date de mutation et le type de mutation. J'ai oublié de préciser que dans la requête, dans l'appel que vous faites à la BCED, vous pouvez également préciser le type de mutation qui vous intéresse. Donc, pour filtrer quelque part les traitements métiers qui vous sont utiles. Alors, pour être un peu plus concret, j'ai de nouveau sorti quelques exemples de fichiers. Donc, on va repartir de l'appel du consommateur. Donc, le consommateur souhaite obtenir l'ensemble des mutations d'entreprise. Pour ce faire, il fait un appel au web service avec un certain nombre de paramètres de requête, notamment le nom de l'opération qu'il souhaite appeler, ici on est bien face au Search Enterprise Mutations, et en précisant la période de consultation souhaitée, ici du 10 janvier au 17 janvier 2021. En retour, la BCED, comme je le disais, va renvoyer les informations utiles. Et c'est très simple, c'est de nouveau un format de réponse synchrone web service avec les différents. Donc, M. Arvan demandait si c'était bien l'ensemble des numéros d'entreprise concernés par une mutation. Mais oui, donc on va retrouver la liste de l'ensemble des entreprises concernées par une mutation sur cette période, le numéro BCE, les dates de mutation effectives et le type de mutation. Donc, Catherine l'a dit là tout à l'heure, il y a 3 types de mutations, création, mise à jour et radiation. Mais on va retrouver les différents types de mutations. Et donc, sur base de cette liste qui a été envoyée, c'est le consommateur qui va décider que cette mutation l'intéresse. Et si cette mutation pour une entreprise donnée l'intéresse, il va faire dans un deuxième appel, un appel au service entreprise traditionnel qui permet de consulter les données complètes publiques de l'entreprise. Et donc, on va récupérer la signalétique de l'entreprise. Et de nouveau, le consommateur va vraisemblablement rafraîchir les données dans son référentiel ou dans sa base de données. Voilà, je pense que c'en est tout. Oui, c'est ça. Donc, je vais repasser la main à Catherine pour l'aspect éligible. Et puis, on aura l'occasion de discuter encore, de répondre à vos questions éventuelles. Je te passe la main, Catherine. Oui, je rallume mon micro. Ok, apparemment, ça va, merci. Donc voilà, donc on va juste terminer sur, comme on l'avait dit, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, le concept des éligibles. Donc, une personne est éligible quand elle n'est pas connue par une organisation pour un dispositif légal défini, mais qu'elle correspond à certains critères d'éligibilité propres à ce dispositif. Donc, c'est un autre type de mutation qui permet de recevoir la signalétique pour les données autorisées, toujours, de personnes pour lesquelles le consommateur n'a pas encore de dossier et dont il n'a pas encore fait d'inscription qui correspond
mais qui correspondent à certains critères. Alors, ici, ma petite illustration, c'est on a un cas d'usage à la BCED pour la direction générale de l'enseignement obligatoire pour le contrôle de l'obligation scolaire. Donc, ce système permet que chaque enfant qui réside en communauté française, dès qu'il atteint l'âge de 5 ans, il va rentrer automatiquement dans le public cible de la DGO sans qu'ils aient fait d'inscription pour ces enfants. Et donc, voilà, c'est un autre type de mutation sans inscription, comme Jérôme l'avait dit tout à l'heure. On peut l'imaginer, par exemple, pour l'ONE, puisque dès qu'un enfant naît, il rentre dans son public cible et donc il pourrait aussi recevoir une mutation, ou je ne sais pas, pour le suivi, pour la couverture vaccinale, par exemple. Voilà. On peut imaginer d'autres cas d'usage. Alors, on en parle ici parce que les éligibles font l'objet de 2 opérations du service mutation des personnes et elles apparaissent dans la documentation du service. Mais comme c'est un cas bien particulier et qui doit faire l'objet d'une demande de projet spécifique auprès de la BCSS, ces opérations ne seront sans doute jamais utilisées par la plupart d'entre vous. C'est vraiment un type de mutation très, très spécifique. Mais voilà, on voulait, puisque vous risquez de le voir dans la documentation technique, on préfère vous expliquer de quoi il s'agit plutôt que vous me demandiez d'avoir accès à ces opérations alors qu'elles ne vous seront certainement pas nécessaires. Voilà. On arrive à la fin de notre présentation. J'espère qu'elle répondait à vos attentes, aussi bien d'un côté métier que d'un côté technique. J'espère qu'on était clair. Et donc, voilà, surtout si vous avez des questions sur cette deuxième partie, ou bien que vous en avez sur la première partie qui vous sont venues que maintenant, c'est le moment de les poser. Je vais traiter en premier peut-être celle de Jean-Claude qui demande si le système, donc les mutations d'entreprise fonctionnent de la même façon pour les entreprises personnes physiques. La réponse est oui, puisque donc à nouveau, vous ne recevez pas les informations, vous recevez juste vous recevez en fait juste le numéro BCE pour lequel vous savez qu'il y a eu une modification. Après, vous devez refaire une consultation sur ces entreprises. De toute façon, voilà, la consultation, elle est la même pour les personnes, pour les entreprises, personnes morales ou personnes physiques. Maintenant, c'est vrai que il pourrait y avoir des données privées. Donc, il y a des données de la BCE qui sont considérées comme des données privées parce qu'elles contiennent des données à caractère personnel. Là, de nouveau, comme vous devez faire une consultation après, sur base des mutations que vous aurez reçues, vous devrez refaire une consultation, vous aurez accès aux données auxquelles vous avez droit habituellement. Donc, si vous avez une autorisation pour les données privées de la BCE, vous recevrez ces informations-là. Et si vous n'y avez pas accès, vous recevrez les données publiques. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, vous avez bien répondu à la question. Un grand merci. Maintenant, Voilà. je sais que dans ce genre de choses, mais derrière, il y a tout un traitement au niveau des données privées à faire comme une personne privée normale. Une fois que l'on a cette information. Okay, merci. Alors, je vois une question d'Alison. Nous recevons des mutations sur la signalétique pour c'est les professeurs, hein, membres du personnel, pardon, de l'enseignement. Nous sommes interpellés par des membres du personnel disposant d'un NIS bis et ils nous informent que leur adresse n'est pas correcte. Quelles sont les démarches que peuvent entreprendre une personne pour mettre sa jour auprès du registre bis? Oui, bonne question. Après, est-ce qu'il s'agit d'une différence entre les données, enfin la résidence légale et une résidence temporaire ou une adresse de contact? Peut-être que ça peut être, la différence peut venir de là. Maintenant, je vous avoue que j'imagine qu'il faut s'adresser à la BCSS, mais
Voilà, pour le registre national, je sais que c'est via les communes ou bien via mon dossier, on doit se connecter au registre national, à son dossier, et puis demander le changement. Pour le registre BIS, je vous avoue que je ne sais pas. Mais je note la question, et si vous voulez, je vote notre nom aussi, et je peux en tout cas investiguer. Mais je vous avoue que je Bonjour, ne sais pas merci. répondre. Oui, ça nous intéresserait parce que c'est vrai qu'on est souvent interpellé et on ne sait pas vraiment du coup quelle est la démarche à suivre et comment conseiller les membres du personnel pour mettre à jour ces informations. Oui, et donc ça vous arrive souvent en plus, ça va. Enfin, souvent. C'est Il y a déjà déjà eu arrivé. quelques interpellations, on va dire. Ok. Ben, je note la question, à moins que en fait, je n'ai pas laissé la possibilité à Jérôme de répondre, mais Non, je ne pourrais même pas mieux répondre que toi, Catherine. Désolé. ok. Donc voilà, je suis désolée, la réponse arrivera, mais elle est postposée. Ok. Je la note. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Olivier. Oui, bonjour, rebonjour. En fait, concernant les décès, donc le décès d'une personne, c'est effectivement une mutation. Maintenant, donc, on parlait de la naissance et de la particularité des éligibles. Donc, ce n'est pas traité, d'après ce que je comprends, ce n'est pas traité par la BCED. Donc, il n'y a pas de service qui. Mais j'ai lâché le dossier il y a pas mal de temps, mais c'est traité, je suppose, par eBirth. Et donc, on va retrouver cette information-là au niveau d'eBirth. Est-ce qu'il y a des interfaces entre eBirth et la BCED? C'est là ma question, en fait. Pas actuellement, que je sache. OK. Non. Non, et donc notre source authentique, enfin les sources authentiques pour les données signalétiques personnes, c'est principalement la BCSS et le registre national. Et donc, comme l'a dit Catherine, par rapport à cette notion d'éligible, cette information ne peut nous provenir que de la source authentique, que de la BCSS. Et donc, au travers d'un projet éventuellement à mener, la BCSS peut nous fournir cette information, donc par exemple d'une naissance ou rentrer dans les critères d'âge. Voilà, mon enfant a 2 ans, il rentre dans les critères d'éligibilité, et là on va recevoir un fichier de mutation qui reprend ces informations-là. Mais notre source actuelle, c'est effectivement la BCSS. OK, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je vois qu'il est déjà pratiquement 14h30. Donc, on peut peut-être, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. N'hésitez pas, de toute façon, il y a toujours l'adresse support b7 @ensemblesimplifions.be. Voilà, si des questions vous venaient ultérieurement, n'hésitez pas à les envoyer sur notre boîte mail. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous avez encore un prochain workshop, il redémarre à 15h. Et pour ceux qui auraient fini, il y a une petite séance de clôture maintenant à 14h à 14h30, pardon, dans le canal général. Donc, je vous invite à la rejoindre si vous ne participez pas au workshop suivant. Merci à tous et bon après-midi. Merci à tous.